Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de la Llorona, qui est le principal antagoniste de la saga Conjuring, dont je n'ai pas encore parlé. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Bon, déjà, avant de comprendre ce personnage, il y a deux choses à mettre au clair. La première, c'est que je vais appeler ce personnage la Llorona, ou au pire la Llorona, si je prononce pas bien. Par contre, je n'appellerai pas ce personnage la Dame Blanche, puisque cette traduction est absolument affreuse, presque criminelle. Puisque oui, les légendes de la Llorona et de la Dame Blanche n'ont rien à voir. Donc qu'est-ce qu'on nous emmerde à changer de nom? Surtout que même pour une histoire de marketing, c'est même pas excusable. Déjà que le film en VO n'est pas le meilleur film d'horreur du monde, mais si à ça on rajoute des traductions douteuses, alors là c'est fini. Même au Québec, le film s'appelle La malédiction de la Llorona, alors qu'ils sont réputés pour tout traduire, y compris l'impensable. C'est dire que là, pour le coup, il y a vraiment eu un problème en France. Bref, deuxième point dont je voulais parler, c'est que la malédiction de la Llorona fait bien partie de la saga Conjuring. Même s'il faut avouer que ce film est plus détaché que les autres. Puisque oui, je crois que le seul vrai lien, c'est la présence du père Pérez, qui est aussi présent dans le film Annabelle. Bon, sinon, on peut aussi relier ce film aux autres, puisque globalement, il raconte la même chose, et il suit le même cheminement. Sans compter qu'il est sorti dans les mêmes années que pas mal de films de la franchise. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a une ambiance assez proche. Bref, j'en ai terminé avec l'introduction, ce qui fait qu'on va passer maintenant au personnage du jour. D'ailleurs, avant de vous parler de la Llorona dans le film, eh bien je vais parler d'abord de la légende, pour que ce soit plus clair. Cela dit, pour être honnête, cette légende est compliquée, puisqu'elle n'a pas d'origine ou d'histoire précise. En fait, la légende est apparue petit à petit en mélangeant certaines histoires datant d'avant la colonisation de l'Amérique latine par les Européens. Donc de base, on a mélangé des histoires de peuples autochtones. Et ces récits en question parlaient souvent de déesses, d'esprits ou de femmes ayant eu une existence triste. Ensuite, après la colonisation par les Européens, le mythe de la Llorona commençait à se bâtir. Mais vu qu'il n'y a pas de base précise, eh bien son histoire reste très variable et floue. Dans certains cas, on parle d'une femme ayant vécu un drame, et dans d'autres, on parle d'une femme qui a commis des actes horribles. Mais souvent, on est d'accord pour dire qu'elle est morte après avoir vécu un drame. Cela dit, vu que les gens aiment se faire peur, eh bien c'est son côté méchant, maléfique, qui est plutôt resté en tête. D'ailleurs, la version la plus répandue, c'est que cette femme a été trompée par son mari. Et dans un esprit de colère et de vengeance, elle a tué ses enfants avant de se donner la mort. Ensuite, bien évidemment, elle est devenue un fantôme. Et elle verrait dans divers endroits, souvent près d'un cours d'eau, à la recherche d'enfants pour les noyer. Sinon, pour la décrire, elle est présentée comme vêtue de blanc, avec une robe et un voile. En gros, elle ressemble à une mariée. Et en plus de ça, on l'entend souvent pleurer, puisque oui, c'est une âme en peine. Bon, pour en dire plus, la Llorona peut se traduire par la pleureuse ou la femme qui pleure en espagnol. Et la légende s'est principalement développée au Mexique, bien qu'elle ait répandue dans toute l'Amérique du Sud, comme je l'avais fait comprendre. Et dernière chose, d'après pas mal de versions, le prénom de la Llorona serait Maria ou plus rarement Luisa. Voilà, donc après vous avoir résumé grossièrement la légende,
Eh bien maintenant, il est temps de vous parler du personnage qui est présent dans le film The Curse of La Llorona. Donc dans le film, La Llorona vient bien du Mexique. Mais son prénom et sa date de naissance restent un mystère. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'elle était considérée comme une belle femme. Mais par contre, elle était pauvre, donc tout n'était pas parfait. Mais un beau jour, un beau et riche fermier passa dans son village. Comme par hasard, il a croisé cette femme, et comme par hasard, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ensuite, ils se sont vus plusieurs fois, et ils se sont mariés. Et pour finir en beauté, le couple va avoir 2 enfants, nommés Bartolo et Diego. Et un beau jour, on va voir que l'épouse va recevoir un collier de la part de Diego. Et c'est un objet qui lui tiendra à cœur. Bon, jusque-là, c'est de l'histoire classique. Mais un mauvais jour, un drame va arriver, puisque la fidèle épouse va découvrir son mari dans les bras d'une femme plus jeune. Donc après ça, on devine que le couple va se séparer, ou au minimum, ne va plus s'entendre. Bref, notre pauvre femme est dévastée par tous ces événements. Et cette trahison va lui faire perdre petit à petit la raison. D'ailleurs, un jour où elle est fortement perturbée, elle va amener ses 2 fils sur les bords d'une rivière. Ce jour-là, elle a décidé de se vêtir tout en blanc, avec une robe, comme une mariée. Et elle va mettre son voile qui va lui cacher le visage. Et là, un moment, pendant qu'elle est seule avec Bartolo, elle va le noyer dans la rivière. Ensuite, Diego va les rejoindre et il va découvrir l'horreur. Il a à peine eu le temps de fuir que sa mère le rattrape déjà et va le noyer à son tour. Plus tard, la colère est partie et la mariée a fortement regretté son geste. Elle va donc longuement pleurer avec les corps de ses enfants dans les bras. Mais vu qu'elle ne peut plus rien faire, eh bien elle décide de mettre fin à ses jours en se noyant. Ah oui, j'allais oublier de dire que cette triste histoire s'est déroulée en 1673. Bref, la mort ne sera pas une délivrance pour cette femme, puisque son âme restera en peine et pleine de colère, sans compter que Dieu va la rejeter. Du coup, au lieu de rejoindre un autre monde, son esprit va rester associé ou bloqué dans le monde des vivants. Et cette mariée fantôme va se mettre en quête de retrouver les 2 enfants qu'elle a perdus. D'ailleurs, elle imaginera plein d'enfants vivants comme étant les siens. C'est pour ça qu'elle dit plein de fois « Mes enfants, mes enfants ». Cela dit entre nous, c'est idiot, puisqu'elle est censée savoir que ses enfants sont bien morts. Sinon, j'ai imaginé aussi qu'elle pourrait tuer des enfants dans le but que l'au-delà lui rende les siens. Ce serait une sorte d'échange. Après, je dis ça, mais le film nous fait plutôt comprendre qu'elle imagine les enfants vivants comme étant les siens. Et elle veut que ces pauvres enfants la rejoignent dans le monde des morts. Bref, depuis qu'elle est devenue un fantôme, cette femme s'appelle désormais la Llorona, puisque quand on est proche d'elle, eh bien on l'entend souvent pleurer. Évidemment, elle pleure, puisque c'est une âme triste. Logique. Sinon, pour la décrire, elle est toujours vêtue de sa robe blanche et elle porte parfois son voile qui lui cache son visage. Cela dit, assez souvent, son visage est découvert. Et du coup, on se rend compte de son apparence démoniaque.
puisque oui, sa tête est complètement blanche, grise, son visage a des traits fort menaçants, et on voit souvent ses grosses larmes, noires, grises, visqueuses. On peut être presque autant effrayé par ses mains, qu'ils ont une apparence très inquiétante. Bref, pour résumer, la Llorona ressemble à une mariée démoniaque. Sinon, chose bizarre, elle est par moments visible ou invisible aux yeux des gens. Et rien ne semble indiquer pourquoi on peut la voir ou non. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a plus de chances qu'elle soit visible par ceux qui sont traqués par elle. Et surtout par ceux qui ont la marque de la brûlure sur le bras. Sinon, en plus de ça, ces larmes, une fois tombées, peuvent être perceptibles pendant encore un moment. Voilà. Bon, pour continuer avec la description, eh bien notre chère Llorona a beaucoup de force. Elle peut bouger des objets, créer des mini rafales de vent, voire elle arrive carrément à déplacer, faire voler des gens ou à les balancer dans tous les sens. Ça, c'est assez drôle. A l'inverse, notre Llorona a des points faibles. Ils sont en général liés à des choses qui lui sont associées. En premier, on a ses larmes, puisque si elles sont bénites, eh bien, une fois jetées sur elle, cette substance peut comme la brûler, ou du moins lui faire beaucoup de mal. Après, en deuxième, on a la croix de l'arbre de feu. Pour les détails, c'est une croix latine. Et le bois provient d'arbres où la Llorona a noyé ses enfants. En fait, ces arbres étaient comme les seuls témoins de ses péchés. D'où le fait qu'ils ont plus de pouvoir contre elle. Oui, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux. Bref, à présent, il est temps de parler du mode opératoire du spectre. Donc au départ, la Llorona va s'intéresser à une famille avec enfants, évidemment. Mais pour être plus précis, les enfants doivent avoir des origines hispaniques et avoir un âge proche des siens au moment de leur mort. Et s'ils sont deux, eh bien on imagine que c'est un facteur en plus. Sinon je pense qu'être un garçon augmente les chances de se faire harceler par la mariée fantôme. Puisque oui, plus il y a de ressemblances et plus la Llorona a de chances d'imaginer des enfants comme étant les siens. Bon, après le repérage, la Llorona va s'en prendre physiquement aux enfants et ensuite aux parents. Elle peut faire ça par exemple en les attrapant, en les poussant ou tout simplement en versant une larme sur eux. Le principal, c'est qu'il y ait un contact et que ce contact leur brûle la peau et leur laisse des traces. En particulier au moins au bras. C'est sa marque de fabrique. Petite parenthèse, dans le film, il est dit que ce sont les larmes qui brûlent. Mais on voit bien qu'on peut être brûlé si elles nous touchent par d'autres moyens. Donc c'est une erreur du film. Bref, les marques de brûlure ont un pouvoir magique, puisque ça permet à la Llorona de pouvoir contrôler l'esprit d'un enfant pendant un moment. En fait, ça n'est pas vraiment une possession, mais c'est plus une sorte d'hypnose qui dure quelques minutes. Et la Llorona va se servir régulièrement de ça pour pousser un enfant à sortir de sa zone de confort, et pour qu'il rejoigne un endroit où elle pourra le prendre et le noyer, sans témoin. Après, ça peut arriver qu'elle entraîne un enfant par d'autres moyens. Mais dans tous les cas, la finalité reste la même. Et cette finalité, c'est que les enfants meurent noyés par elle. Mais problème, après ça, on comprend que sa quête est sans fin, puisque la mort des enfants ne lui apporte rien de spécial. Donc elle continue à nouveau sa quête en tuant d'autres enfants. Et elle n'est jamais plus avancée, puisqu'on revient toujours à zéro. Donc ça veut dire qu'elle est soit complètement idiote, ou soit elle oublie très rapidement ses crimes passés. Puisque oui, il y en aura des crimes passés, puisque la Llorona
va rester un esprit maléfique pendant 300 ans, donc de 1673 à 1973. Sinon, ce qui ne me surprend pas, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ces 300 années. On sait que des enfants sont morts à cause d'elle, mais c'est impossible d'imaginer un chiffre ou d'avoir ne serait-ce qu'un ordre d'idée. En fait, la seule chose que l'on sait, c'est que beaucoup de gens la connaissent comme légende, ce qui fait sous-entendre qu'elle a commis de nombreux actes horribles, mais sans jamais se faire prendre la main dans le sac, ou très peu, puisque oui, si plein de survivants l'auraient pris la main dans le sac, eh bien sa présence aurait été plus avérée, et on aurait moins parlé de folklore ou de légende. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, pour en finir avec la légende, eh bien la morale de tout ça, c'est que les enfants doivent obéir à leurs parents pour ne pas se faire prendre par la Llorona. Cela dit, cette morale n'a pas grand sens, puisque les enfants qui restent bien sagement chez eux ont tout autant de chances de se faire tuer par le démon. Donc le fait d'être sage et obéissant ne change pas grand-chose au final. Bref, la deuxième chose que l'on sait au cours de ces 3 siècles, c'est que la Llorona a petit à petit bougé d'endroit. Puisque oui, au départ, elle vivait au Mexique, que ce soit le Mexique de l'époque ou le pays de maintenant. Mais justement, maintenant, en 1973, on la retrouve à Los Angeles, donc aux États-Unis. Cela dit, c'est pas complètement outrageant qu'elle soit dans un autre pays, puisque Los Angeles, c'est pas très loin du Mexique. Et c'est une ville très hispanique, comme en témoigne déjà le nom. Et ça veut dire aussi que dans cette ville, eh bien on retrouve un peu la culture d'où vient notre chère Llorona. Sinon, en parlant de ce changement d'endroit, vu qu'on est aussi dans un monde anglophone, eh bien la Llorona est parfois connue sous le nom de The Weeping Woman, qu'on traduit encore une fois par la femme qui pleure. Voilà. Maintenant, on va parler un peu plus en détail des 2 familles présentes dans le film La malédiction de la Llorona, The Curse of la Llorona. Bon, tout ce qu'on peut savoir, c'est que fin 1972 ou en 1973, la Llorona va croiser le chemin de la famille Alvarez. Et elle va s'intéresser à eux, car les 2 garçons lui rappellent les siens. Du coup, elle va attaquer les 2 enfants, donc Thomas et Carlos, puis leur mère, Patricia. Et la famille va comprendre par un moyen ou un autre que le démon qui les traque est bien la Llorona. Who did you try to stop? La Llorona. Peut-être connaissait-il son histoire auparavant, ou peut-être que quelqu'un d'autre leur a dit. Raphaël, par exemple. Puisque oui, plusieurs indices laissent penser qu'il connaît la famille. Bref, avec l'aide de Raphaël, la maison de la famille Alvarez va être barricadée et elle va être envahie d'objets religieux et de bougies pour empêcher ou au moins indiquer la présence du démon. Et en plus de ça, les 2 enfants seront enfermés dans le placard. Cette décision radicale semble mettre du temps à porter ses fruits, puisque malgré les jours et les semaines qui passent, la famille est toujours vulnérable. Au moins personne n'est mort. Mais cette situation ne peut pas durer éternellement. D'ailleurs, en parlant de ça, les services de la protection des enfants vont débarquer chez la famille Alvarez. Et quand ils vont voir les enfants enfermés, ils vont croire à de la maltraitance. Du coup, les 2 garçons vont être emmenés au foyer catholique de Sainte Victoria. Mais problème, le soir même, la Llorona va venir hypnotiser Thomas, qui va sortir de sa chambre. Et Carlos va le suivre. Pire encore, la Llorona va les attraper dans le couloir et va ensuite les emmener au fleuve
pour les noyer. Cela dit, là, il y a une facilité du scénario, puisque du bâtiment jusqu'au fleuve, il n'y a eu aucun témoin. Bizarre. Bref, les enfants sont morts. Et l'assistante sociale, qui avait vu les enfants quelques heures avant, est appelée pour venir sur les lieux du drame, en pleine nuit, sans que je comprenne pourquoi. Bref, tout ça fait que cette femme, nommée Anna Garcia, va venir en voiture avec ses enfants, puisqu'il n'y avait personne chez elle pour les surveiller. Ensuite, sur place, donc au bord du fleuve, en plus de la police, eh bien Patricia Alvarez est aussi présente. Et elle est dévastée par le drame, ce qui est compréhensible. Par contre, ce qui est stupide, c'est qu'elle va en cachette supplier la Llorona de faire du mal à la famille Garcia. D'ailleurs, à partir de là, on voit qu'il y a un parallèle entre Patricia et la Llorona, puisque toutes deux ont perdu leurs enfants et elles sont prêtes à céder au mal dans le but de les retrouver. Spoiler alerte, ça ne marche pas. Et puis en plus, il n'y a rien qui leur promettait quoi que ce soit, donc je ne les comprends pas du tout. Ensuite, troisième point qu'elle partage avec Anna, eh bien c'est que ces trois femmes ne vivent plus avec leur mari. Et les trois seront accusées de maltraiter leurs enfants. Bon, on en revient à la scène du fleuve, et à ce moment-là, la Llorona va se mettre une nouvelle fois à pleurer. Puis elle va percevoir Chris Garcia qui la regarde. Du coup, elle va le poursuivre et elle va réussir à le brûler. Mais bon, le jeune garçon va quand même réussir à partir avec sa famille. Cela dit, avec les brûlures, c'est déjà trop tard. La Llorona a déjà mis ses marques et elle va retrouver la demeure des enfants. Du coup, au cours de la journée, ça va être la sœur, Samantha, qui va être blessée et qui aura la marque de brûlure à son tour. Cela dit, sur le moment, les deux enfants pensent souffrir d'hallucinations. Du coup, ils n'ont pas encore conscience du danger. Mais ça ne va pas durer, puisque dès le lendemain, la Llorona va hypnotiser Chris pour le faire sortir de la maison, pour le tuer. Mais bon, il va être sauvé par le verrou ou le loquet de la porte qui l'empêche de sortir. Du coup, sa mère aura le temps de le rejoindre. Là encore, il y a une deuxième facilité du scénario, puisque assez souvent, la Llorona arrive à faire bouger des objets dans tous les sens. Donc je ne vois pas en quoi c'est impossible qu'elle déverrouille la porte. Bref, la nuit, notre démon se rendra vite fait dans la chambre des enfants et va faire flipper Anna. Puis dans la journée, le fantôme va à nouveau attaquer Chris avant d'essayer de noyer Sam dans la baignoire, après lui avoir fait un petit massage. Mais la petite fille sera secourue par sa mère. Par contre, Anna va aussi voir la Llorona et va aussi recevoir les brûlures sur le bras. Ce sera donc à partir de cette attaque que la famille en aura le cœur net, et bien qu'ils sont persécutés par une entité maléfique. Du coup, dès le lendemain, la famille Garcia va demander de l'aide à Rafael Olvera, qui est un curandero. On peut traduire ça par un guérisseur ou chaman. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme connaît bien la Llorona, parce que déjà, il semble s'y connaître en force du mal, et surtout, il avait déjà aidé la famille Alvarez. D'ailleurs, il a déjà les armes contre elle, puisqu'il a la croix de l'arbre de feu,
Et il a les larmes qu'il a recueillies et qu'il a bénies. D'ailleurs, quand on comprend ça, on se demande pourquoi il n'avait pas réussi à sauver la famille Alvarez. Bref, Raphaël va placer de nombreux objets religieux et protecteurs dans la maison des Garcia, sans oublier les nombreuses bougies qui vont être placées pour détecter la présence du spectre. Bon, au début, tous ces efforts n'ont pas l'air de servir à grand-chose, puisque la Llorona est déjà dans la maison, et elle s'en prend facilement à Anna et à Chris. Mais Raphaël va lui verser les larmes bénites sur le visage, ce qui va l'affaiblir sur le coup. Et surtout, ça laissera le temps à Raphaël de mettre les graines de l'arbre de feu à l'entrée de la maison. En fait, ça va former une barrière invisible pour la Llorona qui ne pourra plus rentrer. Par contre, notre démon a eu l'intelligence de prendre auparavant la poupée de Sam. Et cette pauvre enfant, complètement inconsciente, va essayer de la prendre. Sans surprise, pendant l'action, elle va disperser les graines. Ce qui fait que la Llorona arrivera de nouveau à pénétrer dans la maison. Et elle va s'en prendre tout de suite à Sam en essayant de la noyer dans la piscine. Ensuite, quand Anna viendra porter secours à sa fille, eh bien la Llorona va tenter aussi de la noyer. Cela dit, à cause de l'eau bénite versée par Raphaël, elle n'y arrivera pas, et elle sera contrainte de fuir la piscine, qui est à présent complètement bénite, juste avec quelques gouttes. Un peu exagéré. Sinon, dans la bataille, la Llorona a aussi perdu son précieux collier. Par contre, notre fantôme n'est pas vaincu et elle veut utiliser sa dernière carte en hypnotisant Samantha. Par contre, cet enfant va être enfermé dans le placard avec son frère. Donc, encore un coup perdu pour notre démon. Mais elle va avoir un coup de pouce inattendu, puisque Patricia va débarquer et va sortir les enfants du placard. Et en plus, elle va disperser les graines, puisque oui, Patricia veut toujours livrer les enfants au démon. Du coup, encore une fois, la Llorona arrivera à rentrer dans la maison et elle va enfermer Anna, avant d'aller retrouver les enfants qui s'étaient enfermés dans le grenier. Là-haut, Chris va lui montrer son collier qu'elle avait perdu et curieusement, ça va lui rendre une apparence plus humaine et ça va la calmer. Le collier lui fait cet effet-là puisque ça lui rappelle le jour où son fils lui avait offert ce cadeau. Mais malheureusement, notre Llorona va voir son visage maléfique à travers un miroir et ça va lui rappeler qu'elle est en réalité un esprit démoniaque. Du coup, son énergie maléfique revient brusquement. Juste après, tout s'enchaîne. Anna et Raphaël arrivent, le fantôme blesse Raphaël, et là juste après, pendant que la Llorona essaye d'attraper les enfants, eh bien Anna, pris de rage, va lui enfoncer la croix de l'arbre de feu dans le cœur ou la poitrine, ce qui va anéantir le démon. Simple et efficace, pas besoin de rituels, d'incantations ou de je ne sais quoi. Cela dit, faut avouer que ça fait une fin un peu brute pour ce personnage. Et du coup, il n'y a pas vraiment de morale ou de message. Bon voilà, sinon après ça, vu qu'on ne sait rien sur l'esprit de la Llorona, libre est votre imagination. D'ailleurs, même moi, je ne sais pas quoi penser. Va-t-elle aller dans une sorte d'enfer ou bien va-t-elle retrouver ses enfants? J'en ai aucune idée. Ah oui, c'est vrai, dans les dernières secondes du film, on essaye de nous faire peur
avec la flaque d'eau, comme si y aura un démon qui reviendrait, peut-être la Llorona. Mais bon, moi je pense que la famille Garcia va être tranquille pour la suite. Et la Llorona a bien disparu du monde des vivants. Voilà, point final. Je vois pas ce qu'on essaye de nous dire avec les dernières secondes du film. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et pour finir, avec un conseil, si jamais un jour quelqu'un vous trompe, eh bien s'il vous plaît, ne vous vengez pas en noyant vos enfants. Puisque de un, je trouve ça débile de se venger de quelqu'un en faisant du mal à quelqu'un d'autre, et de deux, ça ne vous apportera rien de positif, comme vous l'avez vu, et comme on peut aussi l'imaginer.